D'accord. Donc à tout à l'heure. Oh, faut pas oublier son Il dit là en haut quoi. Peut-être. Bien, aujourd'hui c'est le module technique de vente et de négociation. En tant que filière de marketing management, il est important pour vous d'assimiler ce que c'est que les techniques de vente et de négociation. Donc, Excusez-moi, oui. Vous avez déjà envoyé ça? Oui, M. Kondo dit vous a envoyé ça. Ah, j'ai même pas le temps derrière. Ah, bon, lui, il vient de me dire, bah, il l'a envoyé hier nuit. Non, j'ai pas eu le temps. Le seul truc que j'ai reçu, c'est paiement. C'est ça, moi j'ai reçu surtout. WhatsApp, message. Le nerf de la guerre. Sinon, j'en ai aussi sur mon WhatsApp au cas où si ils n'ont pas envoyé. Je ne sais pas où ils vous envoient. Vous pouvez nous envoyer. Je vais tirer. D'accord. Il me dit, vous envoyez. Est-ce qu'il me disait tout à l'heure? Bonsoir. Bonsoir. Marketing management. Oui. Où est-ce que tu es connecté? Oui. Sinon, je t'ai envoyé, mais ce n'est pas Bien, donc, voilà le module de technique de vente et de négociation. Et donc, pour appréhender ce module, je vais diviser en 3 parties. Donc, on ne peut pas parler des techniques de vente et de négociation, ne pas maîtriser la vente et puis le métier de vendeur. Savoir ce que c'est que le métier de vendeur. En passant par tous les éléments comme la préparation, la psychologie de la vente et puis la prospection. Voilà, celui qui doit procéder à la vente va nécessairement passer par la prospection, par la négociation. Maintenant, il faudrait savoir que tous ceux qui doivent faire des entretiens avec des clients, ils doivent pouvoir être un peu psychologues. Voilà pourquoi on a parlé de la psychologie de la vente. Pouvoir lire, soit on ne dit pas trop dans l'esprit du consommateur ou du client ou du prospect,
mais à travers la forme, voilà les gestes du client, pouvoir lire et savoir ce dont il a besoin. Donc, dans la deuxième partie, ça sera les trois éléments, c'est-à-dire la préparation de la négociation commerciale. Quand on doit aller négocier avec un client ou un prospect, il faut se préparer. Voilà. Si vous improvisez, vous risquez d'aller droit dans le mur. Donc tout se prépare. De la même manière, on doit aller à l'examen, voilà, passer un test, il faut se préparer. Et lorsque vous vous préparez, vous aboutissez, n'est-ce pas, à la négociation commerciale. Donc nous allons aboutir au développement de la négociation commerciale. Voilà. Et après la négociation commerciale, on est tous optimistes que peut-être la vente va aboutir, le contrat sera signé. Donc alors, avec l'effet de la concurrence aujourd'hui, voilà, on ne va pas s'arrêter simplement à la vente du produit. Il faut penser à l'après-vente. Voilà, simplement que vous appelez service après-vente. Voilà, nécessairement, il y a des clients qui vont évoquer des réclamations. Il faut suivre et traiter ces réclamations-là. Et puis ensuite, il faut suivre la vente. Voilà, simplement, c'est-à-dire les commandes, voilà, si la commande est arrivée de manière administrative. Voilà, et puis aussi penser à la fidélisation du ou des clients. Donc, c'est ce que nous verrons dans la deuxième partie. Voilà. Maintenant, nous allons finir par la troisième partie que j'ai jugée nécessaire, parce que je fais ce module ici avec les gens du marketing digital. J'ai ajouté cette partie parce que c'est important aussi, parce qu'il faut vendre, il faut fidéliser, mais il faut aussi penser à développer le portefeuille client. Voilà, simplement, parce que c'est dans le développement du portefeuille client que vous allez peut-être pérenniser votre entreprise. Voilà, simplement. Donc, il faut créer le portefeuille client. Et nous allons voir les étapes, quels sont les rudiments vont permettre, n'est-ce pas, de gérer, n'est-ce pas, le portefeuille client, comment mesurer le portefeuille client, etc. L'utilité, la construction du portefeuille client, et puis on va vous recommander à utiliser les réseaux sociaux. Voilà, tout simplement, vous pouvez créer des pages web où vous allez animer, pendant quelques secondes, quelques minutes, et peut-être qu'avec vos abonnés, voilà, vous allez échanger. Voilà, certains le font déjà. Voilà, simplement. J'ai eu un auditeur ici qui était à NCA, maintenant qui a une autre entreprise d'assurance, je ne sais pas, c'est Prudential, quelque chose là, le nom, oublié, voilà. Donc lui, il avait déjà une page où il interagissait déjà avec ses clients, voilà, donc il donnait les informations sur les produits, voilà, et là, toutes les questions, toutes les attentes, parce qu'aujourd'hui, en matière d'assurance, les Ivoiriens, en particulier sur les Africains, ils n'ont pas confiance à l'assurance, donc ça permettait à ce dernier de mieux communiquer avec eux pour leur montrer le bien fondé, la différence, etc. Et à travers cette interaction, il y avait des personnes qui souscrivaient et ils gagnaient des clients. Voilà. Et une année même, il a été le meilleur à NCA et on lui a donné un véhicule, etc. Voilà. Donc voilà un peu ce que nous allons dérouler ensemble, si Dieu le veut, pendant ce module de 10 heures. Voilà, simplement. Voilà. C'est vrai que le temps n'est pas trop... c'est ça, mais nous allons essayer, avec le rythme, d'aller un peu vite pour pouvoir parcourir tout cela. Voilà. Donc voilà, d'entrée de jeu, comment cela va se passer. Voilà. Donc s'il y a des questions, avant qu'on puisse débuter normalement le sujet. Oui. Le module que moi j'ai reçu, il me semble que c'est pas pareil. C'était quel module que vous avez reçu? Fondement. Oui, c'est maintenant que vous êtes inscrit. Ah, bon, j'ai déjà fait 2 modules. J'ai fait les fondamentaux du marketing. J'ai reçu celle que j'ai reçue. Élaboration du marketing, c'est ça, on vient de finir samedi passé. Ça, c'est un nouveau module qui vient de commencer, technique de vente. Comment ça là, je n'ai pas reçu. Ah, tu l'as pas encore reçu? Ok. Bon, je ne sais pas. Bon, j'envoie aux autres par WhatsApp parce que j'envoie à M. Gondo,
il est chargé de vous envoyer. Il m'a dit qu'hier, il a envoyé même, bon, je ne sais pas dans quel groupe il a envoyé. Eux, ils n'ont pas reçu, j'étais obligé de leur envoyer par WhatsApp. Donc, ton numéro, c'est lequel? 2 x 07 Oui. 76 76 84 39. 84 39. 76 84 39. Ok. C'est envoyé. Voilà, j'ai envoyé. Bien. Bien, en introduction, nous avons noté que la vente a toujours constitué la finalité de toute entreprise commerciale. Voilà, c'est d'elle que l'entreprise tient son développement, son dynamisme et sa renommée. Voilà, parce que c'est à travers les ventes que l'entreprise a son chiffre d'affaires. Et une entreprise produit pour un public donné dans le but de réaliser un chiffre d'affaires à travers son portefeuille client. On dit généralement que la vente constitue le poumon de l'entreprise commerciale. Donc un produit peut être donc conçu pour être vendu et bien vendu. Et aujourd'hui, il ne suffit plus que le vendeur soit bon, mais il doit nécessairement qu'il soit parmi les meilleurs ou le meilleur. Voilà pourquoi dans les entreprises, on organise des concours entre les vendeurs. Et quand vous essayez de vous motiver, de vous surpasser, peut-être que vous êtes en train de lutter pour avoir un billet d'avion ou bien un véhicule, mais tout est dans l'intérêt de l'entreprise. Voilà, ensuite, les sociétés aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, ils sont en mutation permanente. Les goûts, les désirs, les besoins changent constamment aussi. Donc les consommateurs deviennent de plus en plus exigeants. Voilà, il faut tenir compte de cela. Tout évolue vite. Mais bref, le changement s'accentue. La compétition devient de plus en plus rude. Voilà, certains se sont dit que eux ne vont jamais aller sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, toute entreprise aujourd'hui doit avoir un site. Voilà, héberger ses activités pour être en contact avec le monde parce que c'est le média le plus utilisé et très puissant. Voilà. Bien, c'est pour ces raisons que les entreprises recherchent tous les meilleurs vendeurs. Donc, vous devez soit être des meilleurs vendeurs ou dans vos entreprises, en tant qu'entrepreneur, former vos vendeurs pour qu'ils soient les meilleurs. Il revient donc aux vendeurs de s'interroger constamment sur son marché, l'évolution de ses métiers. Voilà. Ça dit qu'aujourd'hui, tu ne peux pas dire que je suis seulement en train de vendre. Il faut aussi prospecter. Voilà, donc il faut penser à l'évolution de votre métier. Ses propres aptitudes. Est-ce que je suis capable? Voilà, il doit venir me recycler. Voilà. Car il doit s'adapter et devenir un véritable professionnel. Voilà. Et c'est pourquoi l'on dit souvent que toute vente, toute négociation constitue à la fois un art, un métier, une psychologie et des techniques. Donc vendre, c'est un art. Voilà, simplement. C'est aussi un métier, c'est aussi de la psychologie, c'est un état d'âme. Voilà, et puis il faut utiliser des techniques, des stratégies. Donc voilà un peu ce que nous avons voulu signaler dans l'introduction pour vous montrer l'importance de la vente. Voilà. Bien, les objectifs pédagogiques à atteindre, c'est-à-dire au terme, l'auditeur doit être capable d'appréhender la notion de vente, d'accueil clientèle, de négociation et de fidélisation. Voilà. Donc vous devez pouvoir être capable d'appréhender ces différentes notions. Et de maîtriser les techniques de vente, de créer, de gérer son portefeuille client. Voilà. Et ensuite de mettre en place des stratégies de fidélisation. Et bien évidemment, tout couronné par le développement de votre portefeuille client. Voilà. Bien. S'il y a une question, vous m'arrêtez. S'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, voilà. Bien. Donc, dans la première partie, la première section, le chapitre, c'est la vente et le métier de vendeur. Donc ici, on a défini simplement que
la vente. Il y a une définition juridique, au plan juridique, il y a une définition au plan commercial. Donc, vous dites quoi? La vente au plan juridique, c'est un contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d'une chose à une autre personne, l'acheteur. Voilà, qui s'oblige à payer, n'est-ce pas, le prix. Laquelle chose ne vend pas après livraison des défauts, la rendant impropre à l'usage prévu. Voilà, donc tout ça, c'est sur le plan juridique. Ça dit que il ne faudrait pas que après livraison, le produit ait des défauts, ainsi de suite. Donc, maintenant, au plan commercial, c'est un acte par lequel une personne, le vendeur, offre ou cède un bien à une personne, l'acheteur, dans le but de répondre à des besoins et attentes, oui, afin d'en tirer profit. Voilà. Donc, c'est le fait de céder un bien à une personne contre paiement, tout simplement. Voilà. Donc, sur le plan commercial, c'est le fait, entre les entreprises, ça peut être échange de propriété ou bien de brevets, etc. etc. Voilà. Bien, si nous avons défini la vente, il y a les méthodes et les techniques de vente. Voilà. Donc, au niveau des méthodes de vente, on a la vente traditionnelle. Voilà, la vente traditionnelle, c'est ce qu'on a l'habitude de pratiquer toujours. Bonsoir. La vente traditionnelle, c'est la vente qui repose sur le contact humain. Voilà, il y a le client et puis il y a l'acheteur. Elle est pratiquée dans les boutiques, dans les magasins, etc. Voilà. Et puis nous avons la vente en libre service. Voilà. Donc le client se sert seul et paye l'ensemble de ses achats à une caisse. Voilà. Ensuite, nous avons la vente en libre choix. Voilà, donc le client choisit seul ou peut faire appel à un vendeur conseil pour effectuer ses achats. Voilà, donc c'est des trucs, ce sont des techniques que nous employons déjà, voilà, mais on essaie de les qualifier simplement. Et nous avons la vente à domicile. Ça veut dire que le vendeur se rend chez vous pour commercialiser ses produits. Voilà. Et ensuite, nous avons la vente par réunion. Voilà. Donc, on présente le produit à un groupe de personnes et puis on fixe un prix. Et puis, au-delà de cela, celui qui va, n'est-ce pas, proposer le plus pourra, n'est-ce pas, être l'acheteur. Oui. Et enfin, nous avons la vente sur les marchés, que vous connaissez tous. Voilà, les vendeurs se déplacent sur les marchés ou les foires pour pouvoir vendre leurs produits. Maintenant, nous avons les ventes à distance. Les ventes à distance, vous avez la vente par correspondance. Voilà, tout simplement. On envoie aux particuliers, aux entreprises des catalogues. Voilà, et par téléphone, par mail. Et la transaction peut s'effectuer. Ensuite, nous avons aussi la vente par téléphone, télévente ou bien phoning. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le téléphone est un moyen puissant de commercialisation des produits. Ensuite, il y a téléachat ou vente médiatisée. Voilà, on voit ça sur les chaînes où on présente les produits, etc. Et aujourd'hui, on nous parle de commerce électronique, e-commerce. Voilà, donc, voilà. Voilà, qui seront taxés à 18% maintenant. Voilà. L'État a pris une décision en 6 mois, toutes les transactions, achats en ligne seront taxées de 18%. Voilà. Là, c'est les sites officiels, là, officiel, bon.
Je ne sais pas si c'est tout le monde est concerné ou bien ce sont les sites. C'est ça que je veux. Voilà, Jumia. Voilà. Mais si c'est limite au site officiel, ils ne vont pas avoir les chiffres d'affaires. Ils risquent de. Tous les Ivoiriens qui se débrouillent, ils risquent de taxer. Voilà, parce que c'est une manne financière. Parce qu'ils ont déjà calculé, voilà pourquoi ils ont procédé à cela. C'est toi-même, tu l'as dit, on est déjà en faillite. Donc, il faut chercher les ressources. Il faut chercher les ressources pour renflouer les caisses. Voilà, sinon, ça ne va pas. Étant donné que les impôts sont déjà prêts, bon, or c'est pour étrangler encore les entreprises. Donc, il faut. Voilà, après, on dit dans 6 mois, on sera déjà en 2024. Voilà, donc c'est un peu ça. Pas facile. C'est tout ce qui marche et ils sont là pour taxer. Voilà. Donc, e-commerce. Bien, donc nous avons aussi les autres méthodes. Par exemple, la vente par distributeur automatique. Voilà, c'est bon. Donc, ensuite, il y a des machines, quand on dit distributeur automatique, il y a des machines, quand tu introduis une pièce, ton produit sort. Voilà, on voit cela dans les pays développés, plus ce n'est pas encore arrivé ici. Voilà. Est-ce que... Il y en a déjà. Voilà, c'est ce que je disais à mes étudiants en gestion commerciale. Et vous avez la meilleure filière. Les emplois, ils sont en train de détruire les emplois. Mais en GESCOM, on n'aura plus besoin de commerciaux. Mais un comptable, on n'aura pas besoin d'une caissière. Donc, leur métier, ils vont détruire le métier. Voilà, donc il n'y a plus quelqu'un pour recevoir. Même si on doit prendre ticket, billet, c'est une machine qui dépasse. Voilà. Or, le commercial, tu as besoin de toujours un commercial pour rendre visite, aller au contact de la clientèle, etc. etc. Voilà, donc l'intelligence artificielle va faire des dégâts. Voilà, donc c'est tout ça. Bien, donc ça, les ventes par distributeur automatique. C'est ce qu'on a à les guichets à la banque. Avant, on embauchait plein de caissiers à la banque, mais là, on dit à tout le monde il faut avoir une carte bancaire. On ne peut pas étudier à avoir au guichet, donc c'est un peu ça. Ça nous fait gagner du temps, mais ça réduit les emplois. Bien, dans ce premier point, nous allons parler du métier de vendeur. Voilà, les missions d'un vendeur. Donc ici, la mission du vendeur consiste à parler du rôle essentiel de ce dernier, qui est la vente. Voilà. Et donc, ces vendeurs ont des objectifs. Voilà. Donc, en fonction de la fonction, voilà. D'abord, le vendeur doit prospecter, la prospection. Voilà. Et la prospection, l'objectif de la prospection, c'est d'élargir la clientèle ou bien augmenter la part de marché. Voilà, simplement. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire en matière de contenu? C'est de rechercher des nouveaux clients, d'étudier leurs problèmes et de proposer des solutions adéquates. Voilà. Donc, c'est aussi une mission du vendeur ou du commercial. Ensuite, nous avons la vente. Voilà, la mission première, c'est la vente. Après la prospection, il faut pouvoir vendre. Donc, la vente, l'objectif, c'est de prendre des commandes. Voilà. Donc, et le contenu, c'est vous allez recueillir des ordres. Voilà, simplement, argumenter pour convaincre. Voilà, parce que tu ne peux pas vendre sans négocier. Donc, dans la négociation, vous allez argumenter. Bien, ensuite, lorsque on finit la vente, il faut penser à suivre le client. Voilà, étant donné que la concurrence est présente, donc il faut suivre le client, ça veut dire fidéliser la clientèle. Voilà, et pour plus illustrer, à droite le contenu, quand on dit de fidéliser le client, il faut suivre les ventes. Il faut conseiller et aider les clients, assurer le début du service après-vente et puis contrôler les stocks. Voilà, maintenant, ça ne s'arrête pas à cela. Il faudrait faire la remontée d'informations. Vous êtes censé faire remonter l'information à la direction et au département commercial pour connaître les réactions de la clientèle. C'est comme si vous étiez en train de faire des études de marché. Voilà. Et c'est pourquoi, c'est pour vous améliorer en fait. Voilà. Vous informer l'entreprise sur les attitudes des distributeurs, sur les actions des concurrents, sur le comportement des prospects et des clients finaux. Donc ça vous permet, n'est-ce pas, à l'entreprise de prendre des mesures ou des décisions pour s'améliorer
ou bien continuer dans la même tendance. Voilà, c'est tout. Parce que si vous ne donnez pas d'informations, on ne saura pas qu'est-ce qui se passe sur le marché. Voilà, dans l'environnement. Donc, ça aussi, c'est le rôle du commercial. Il ne faut pas dire on m'a embauché en tant que commercial, je suis chargé de faire que le chiffre d'affaires. Non. Voilà, vous devez procéder à la remontée des formations. Voilà, c'est tout. Sur la fonction prospection, Oui. ce n'est pas une attribution de la fonction marketing. Une attribution de la fonction marketing, c'est-à-dire Oui, je veux dire, puisque bon, de façon classique, on fait une distinction entre service marketing et service commercial. Et la stratégie marketing, il y a différentes stratégies qu'on a étudiées, notamment la stratégie d'extension, si je me souviens bien. C'est là qu'on recherche, n'est-ce pas, à conquérir de nouveaux territoires. Je vois que tu fais un peu la magasin. Tu parles de stratégie d'extension. La stratégie d'extension, elle est fixe. Quand on dit stratégie d'extension, c'est quoi? Du marché, par exemple. Voilà, l'extension du marché, c'est de gagner plus de clients. Voilà, d'élargir, n'est-ce pas, le marché. Maintenant, la prospection, c'est une des missions du commercial. C'est une tâche du commercial. Donc, si jamais, je prends un exemple, ton entreprise veut procéder à une stratégie d'extension du marché, l'une des tâches qu'elle aura à faire, c'est de faire de la prospection. Tu vois un peu la différence? Voilà, tu as une stratégie d'extension du marché. Maintenant, pour agrandir ton marché, tu es obligé de dire à tes commerciaux de faire de la prospection pour découvrir, n'est-ce pas, les besoins des clients, voilà, pour leur présenter les produits, voilà, et de prendre des commandes. Voilà. Moi j'ai une question, la même question. Oui, oui. Donc, tel que vous expliquez la prospection, c'est comme si on est encore dans le marketing. Enfin, nous, on fait la différence entre le marketing et la vente. Pour nous, le marketing, c'est de comprendre le marché, chercher à comprendre les réactions des uns et des autres. Maintenant, la vente, le marché est déjà conquis, déjà connu, et maintenant, on veut vendre à ce marché-là. Est-ce qu'il y a encore une prospection à faire? Alors qu'au marketing, on a déjà fait la prospection. Je vais essayer de répondre. Ouais, la même question, mais il n'y a pas compris. En fait, ce que moi j'ai compris, c'est qu'en fait, c'est toujours les deux se croisent quand même à un certain niveau, entre le marketing et le commercial. Mais puisque le marketing est dans la sphère, je vais dire, de conception stratégique, maintenant sur le terrain, je vais dire à l'échelle opérationnelle, il s'appuie sur l'équipe commerciale pour recueillir les informations, les données dont il aura besoin pour pouvoir intéresser ce marché-là ou l'étendre, si j'ai bien compris. Bien, je récapitule pour vous dire, je suis parti de la définition du marketing. Le marketing, c'est quoi? C'est l'ensemble des techniques d'études et d'action permettant à l'entreprise de satisfaire les besoins de la clientèle et de réaliser ses objectifs. Donc, pour vous dire quoi? Le marketing, c'est la base. La vente se trouve dans le marketing. On ne peut pas faire marketing sans vendre. La vente a existé avant le marketing. Mais le marketing est venu comme un relais pour aider l'entreprise à mieux vendre. Est-ce que vous voyez? Ça va un peu? Voilà. Sinon, la vente et le marketing, ce n'est pas quelque chose de différent. Ça va ensemble. Voilà pourquoi je vous ai dit aujourd'hui, tu ne peux pas rentrer dans une entreprise. Vous allez voir le directeur commercial et marketing. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand tu demandes à quelqu'un lambda, quelle est la définition du marketing? La personne va te dire c'est la publicité, c'est la promotion, c'est la vente. Non, le marketing, c'est de faire des études de marché. Ok? Pour pouvoir mieux vendre. Est-ce que vous voyez? Donc, la prospection, la vente font partie du marketing. Et aujourd'hui, tu ne peux pas vendre sans faire du marketing. Est-ce que vous voyez? Donc, quand le marketing, on dit c'est un ensemble de techniques d'études, ça veut dire que vous faites des études de marché. Vous élaborez ce qu'on appelle le plan marketing en vous appuyant sur les 4 P pour pouvoir mener la mise en œuvre de ces plans marketing-là sur le marché pour pouvoir mieux vendre. Et la finalité du marketing, c'est la vente de vos produits.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein? Voilà. Donc, voilà un peu. Voilà. Sinon, quand j'ai fait les fondamentaux, je vous ai montré l'évolution du marketing. Avant, il n'y avait pas de marketing, c'était production, après produit, après maintenant marketing. Marketing, ça veut dire quoi? On va demander au client ce qu'il veut avant de produire. Voilà, pour coller aux réalités, aux attentes du client. Voilà, simplement. Voilà. Donc, c'est un tout. Tout est dans le marketing. Voilà, simplement. Et le marketing aujourd'hui, voilà pourquoi j'ai dit que le marketing s'applique à beaucoup de domaines. Ce n'est pas seulement l'entreprise, d'autres domaines appliquent le marketing. Mais l'État fait du marketing. Voilà. C'est pour mieux se vendre qu'on fait du marketing. Voilà. Sinon, il n'y a pas de différence en tant que tel. Voilà. Simplement. Est-ce que ça va? Ok. Voilà. Sinon, la prospection fait partie du marketing. Tu ne peux pas dire tu vas gagner des clients, savoir ce dont ils ont besoin sans faire de prospection. Voilà simplement. Donc, la prospection intègre le marketing. Et lorsqu'on fait le marketing, la finalité, c'est la vente de nos produits, de nos services. Voilà simplement. Bien, s'il y a d'autres questions. Bien, voilà, donc nous allons voir maintenant les qualités d'un bon vendeur. Voilà, donc pour mieux vendre, vendeur c'est le commercial, hein? Voilà. Et même si tu es chef d'entreprise, c'est le premier commercial de ton entreprise. Voilà, on te considère comme vendeur. Donc il y a les qualités physiques. Voilà, donc le vendeur doit être en bonne santé. Voilà, il doit être en bonne santé, être sain. Voilà, parce que la vente, le métier de vendeur, c'est un métier éprouvant et harassant. Voilà, c'est difficile. Donc il faut être en bonne santé. Voilà, donc le pharmacien peut témoigner, n'est-ce pas? Voilà, s'arrêter en pharmacie pendant toute une journée, si tu n'es pas en bonne santé, c'est pas facile. Voilà. Il faut avoir de la prestance. Voilà, parce que quand tu es commercial, il faut faire envie. Hein, une bonne présentation physique. Voilà, simplement. Voilà. Et tu dois avoir une bonne élocution, c'est-à-dire la maîtrise de soi. Tu dois savoir parler. Hein, quand un commercial parle, quand tu as donné le dos, il faudrait avoir envie de tourner pour regarder qui est en train de parler. Voilà, simplement. Voilà. Même en marchant, voilà, on ne marche pas en désordre, on marche à pas délimité. Lorsqu'on veut tourner, il faut tourner avec la finesse, etc., etc. Tout doit être fait avec la finesse. Voilà, parce que vous êtes déjà un produit. Voilà, il faut vous vendre, il faut vendre votre produit. Voilà, attirer d'abord l'attention. Voilà, simplement. Donc, voilà les qualités physiques. Voilà, et vous remarquez aussi dans les entreprises, voilà, les commerciaux sont bien mis, voilà, même s'ils vivent par crédit. Voilà. C'est un ami banquier qui me disait ça. Il dit, tu vas montrer que sur moi c'est crédit. Vous voyez mon gars, on n'est pas bien payé les crédits et puis il y a la pression sur nous. Il dit, ah bon? Il dit, mais non, tant pis. Il dit, non, hein, tout est crédit. Hein. Il dit, ah d'accord. Il dit, la voiture du bois, etc. Il dit, ah bon, d'accord. Bien, donc voilà. Et puis ensuite, nous avons les qualités morales. Voilà, les qualités morales. Le vendeur doit être sincère, honnête, avoir la volonté dans son profil de carrière. Voilà, il doit être ambitieux, patient, dynamique et optimiste. Voilà, donc si tu n'es pas sincère, tu es quelqu'un qui n'est pas honnête, tu ne peux pas jouer le rôle de commercial. Puisque les clients seront amenés à te croire lorsqu'ils vont, n'est-ce pas, signer un contrat avec vous ou bien passer des commandes. Il faudra que tu puisses respecter le délai et puis voilà, le produit vraiment attendu par le client. Donc il faut être sincère et honnête. Voilà, simplement. Sinon, si à la moindre erreur, on ne te fait plus confiance et puis on ne fait plus confiance à l'entreprise. Et puis vous risquez de perdre plein de clients. Parce que ce client-là, dans sa famille, de bouche à oreille, il va parler mal de votre entreprise. Et chaque membre de la famille va se retrouver dans son lieu de travail, il va parler de votre entreprise aussi, ainsi de suite. Voilà, donc il y aura une répercussion, n'est-ce pas, sur le rendement de votre entreprise. Voilà. Bien, ensuite nous avons les qualités psychologiques. Voilà. Donc un vendeur doit être empathique, c'est-à-dire que l'empathie, se mettre à la place du client pour gagner sa sympathie. Voilà. Quand tu es en train de proposer un produit à un client, il faudrait se mettre à la place du client pour mieux le connaître.
ne pas pratiquer l'ego. Voilà, donc ne pas penser qu'à soi-même, voilà, être arrogant, hautain, voilà, donc c'est pas bon. Voilà. Il doit posséder aussi l'intuition. Voilà, il faut avoir l'intuition développée, voilà, en vue d'anticiper sur les besoins du consommateur. Voilà. Il doit avoir confiance en lui. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, déjà un commercial, c'est pas la peine. Voilà. Souvent, tu n'as pas confiance en toi et tu n'as pas confiance en ton produit. Voilà. Donc, ce sont les deux éléments. Avoir confiance en soi et avoir confiance en son produit. Quand tu dis au client, mon produit est bon, il faudrait que toi-même, tu saches que ton produit est réellement bon. Soit tu as une fois utilisé, etc. Là, au moins, tu peux convaincre le client. Mais si tu n'as jamais utilisé le produit, et puis bon, tu fais croire au client que c'est un produit de bonne qualité, et à l'usage, mais après l'utilisation du produit, le client se rend compte que c'est pas ça, bon, c'est pas du tout bon pour l'image, ton image et puis l'image de votre entreprise. Voilà. Ça veut dire que, excusez-moi, un commercial qui va s'engager pour une entreprise donnée, puis vendre ses produits, il doit s'assurer que le produit qu'il va vendre là est vendable. Oui, voilà. C'est un produit qui est bon. Si ce n'est pas le cas, il s'engage pas. Voilà, pourquoi? Parce qu'à l'entreprise, ils vont te former sur le produit. Le produit est fait à base de quoi? Quels sont les avantages du produit, etc. Et forcément, il y a des vendeurs seniors ou bien des vendeurs expérimentés dans l'entreprise qui vont te parler du produit. Voilà, simplement. Et par ta curiosité aussi, tu peux poser des questions. Si même toi, tu n'as pas utilisé le produit, voilà, tu peux tout simplement t'informer pour pouvoir convaincre le client. Voilà. Si tu te rends compte par toi-même objectivement que le produit là, c'est pas un bon produit. Oui, donc. Est-ce que tu as le devoir moral de ne pas signer ce contrat? Bon, ça. Vraiment là, je ne peux pas conseiller. Voilà pourquoi quand j'ai fait l'élaboration du plan marketing, j'ai dit en marketing, nous conseillons de concevoir un produit de bonne qualité. Vous voyez, c'est la première force. Voilà, même quand le produit, le prix est élevé, quand le produit est bon, il va se vendre seul. Mais quand le produit n'est pas bon, vraiment, voilà pourquoi on dit en matière de marketing, la première vente doit être bonne. Ça dit que tes premiers produits doivent être bons. Voilà, il ne doit pas avoir de déchets. Voilà, tout simplement. Parce que s'il y a des déchets, même si tu te rattrapes après, c'est pas sûr que tu aies la même audience. Voilà. Donc, voilà. Parce que si tu as un produit qui n'est pas bon, tu t'attelles à vendre, il faut te dire que c'est que tu as plus venu voir le client là. Voilà, parce que c'est ça. C'est comme les vendeurs d'Adjamé ou bien à la gare d'Arubo, quand ils viennent, ils ont un portable, ils te montrent. Lui comme ça, tu vas le voir où encore. Si tu as vendu le portable, tu as une qualité. Donc c'est clair que toi-même tu sais sciemment que voilà, tu vois là. Oui, ils approchent, tu vois, c'est bien beau, mais tu ne peux pas ouvrir en même temps, parce que c'est rapide. Il te dit quoi, c'est rapide, tu prends, tu donnes. Et puis souvent c'est moins cher. Donc toi tu te dis c'est une occasion, mais c'est important à voler. Dès que tu mets ta puce, la police scientifique t'appelle. Donc il faut faire très attention. Donc lui, comme ça, tu vas le retrouver où? C'est ça. Maintenant, il doit être courageux et motivé. Voilà. Pourquoi le commercial doit être courageux? Parce que le métier de commercial, souvent au début, vous allez faire que des échecs. Voilà, simplement, vous allez d'échec en échec, vous n'allez pas faire de chiffre d'affaires. Si tu n'es pas courageux et motivé, tu risques d'abandonner le métier de commercial. Tu as dit vraiment, je ne suis pas fait pour ce métier-là. Voilà, donc il faut être courageux et motivé. Voilà les qualités. Quand on parle de motivation, qu'est-ce qu'on veut dire? Il faudrait motivation, ça veut dire, par exemple. Non. Donc quand on dit courageux et motivé, ça veut dire que c'est toi-même, tu dois être motivé à mieux travailler, tout simplement. Mais ce n'est pas la motivation venant de l'entreprise. L'entreprise peut te motiver en te proposant des objectifs à atteindre, c'est tout. Voilà, si tu atteins tel chiffre d'affaires, tel pourcentage, là, toi, ça va te motiver. Maintenant, toi-même, tu dois être motivé à mieux travailler parce que tu peux te démotiver toi-même. Voilà, parce que le premier client que tu vas croiser le matin, si ce n'est pas bon, est-ce que tu te dis, mais est-ce que je pourrais? Tu commences à douter de toi-même. Voilà, il faut être motivé pour dire que si cela n'a pas marché, ici il peut marcher. Voilà, les vendeurs ambulants, oui. il paraît qu'avant de sortir le matin, ils font des exercices des culs, des gains, des trucs comme ça. Oui.
Est-ce que c'est ça qui est la motivation? Ça va Bon. quoi ici? C'est quelle qualité qu'on recherche en faisant ça? Non, en fait, chacun découvre en lui ce qui peut le motiver. S'il voit que ce sont les cris de guerre, il n'y a pas de souci comme les équipes de football par exemple. C'est comme c'est un slogan, on se dit, et puis on s'en va. Voilà. Chaque chef de vente peut inventer ou improviser un cri de guerre. Voilà, simplement pendant la réunion de l'équipe de vente, et puis bon, on s'en va. Voilà, Ça, c'est quoi on cherche? Comment? En le faisant, c'est quoi? La motivation? Oui, on cherche à motiver la personne pour lui donner un, comment on dit, fight spirit, c'est-à-dire un esprit de combattant, voilà, simplement. Ça veut dire qu'on va, c'est comme si on partait en guerre, il faut gagner la guerre, la bataille, c'est tout. Ça fait appel à l'énergie. Voilà, l'énergie, voilà. Par exemple, parce que Oui, oui. il lance des cris. Voilà. C'est voilà. Il y a des formateurs même qui, moi je connais un formateur, Oui. quand il lance après 1 heure, 2 heures, toute l'assemblée va se lever, ils vont faire des étirements. Ok. Donc ça veut dire que quand tu as soi-même, tu es tout le temps captivé. Voilà, captivé, voilà. Ce sont ces petits tics là. C'est ça. Chacun a son truc, voilà. C'est pour captiver peut-être l'attention, comme l'a dit, la motivation, à suivre toujours, etc. Voilà. Maintenant, chacun improvise. Sinon, c'est pas une règle. Voilà. Il y a certains, c'est café, il prend. Il est motivé, c'est tout. Voilà. C'est comme ça. Donc, ça dit qu'on fait par méditation, que ça soit un moment. Voilà. Il Il y a d'autres, ce sont des prières. Voilà. Chez les musulmans, souvent, ce sont des sourates. Voilà, ils ont leur chapelet. Voilà, etc. C'est un peu ça. Mais chacun a. Bien. Ensuite, on parle des qualités techniques et professionnelles. Voilà. Donc, professionnel, ça veut dire que le vendeur doit avoir une parfaite connaissance de son marché. En parlant de marché, on parle des clients. Et puis, posséder aussi les outils, les techniques de vente, c'est-à-dire l'argumentaire, le dossier de vente, le questionnaire, etc. Il doit aussi avoir le sens des affaires. Voilà, il doit avoir le sens des affaires. Voilà, parce que lorsque tu n'as pas le sens des affaires, vous pouvez être deux amis, vous avez commencé l'entrepreneuriat ensemble. Si celui qui a le sens des affaires, tu vas voir qu'il va prospérer que l'autre. Voilà, donc il faut avoir le sens des affaires, l'intuition, l'imagination, l'innovation, voilà, pour prospérer. Voilà, donc un peu ça. C'est comme quand tu prends par exemple le gars de Tchétchèn, Morrison, et puis le mari de Bamba Misara. Voilà, il a voulu faire comme lui, mais il n'a pas. Parce que l'autre a le sens des affaires, il sait où rentrer, etc., etc. Donc il y a certains comme ça qui ont ce flair-là. Voilà, ils ont le sens des affaires et puis ça prend. Voilà. Bien, et puis l'esprit opportuniste. Voilà, l'esprit opportuniste, ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a une opportunité, il faut la saisir. Voilà, l'opportunité, c'est une occasion favorable. Voilà, il faut la saisir. Voilà. C'est comme si vous avez, tu trouves par exemple, tu croises à une cérémonie le ministre du Commerce alors que tu es dans l'entrepreneuriat, tu peux l'approcher, saluer et puis prendre ta carte de visite. On ne sait pas, c'est une opportunité. Voilà, demain il peut t'ouvrir, tu peux prendre un rendez-vous et puis voilà, et puis c'est déjà parti. Et puis aussi avoir le goût, on doit avoir le goût du métier. Voilà, il faut aimer ton métier. Voilà, si tu n'aimes pas, tu ne pourras pas bien travailler. Voilà. Donc, et puis il faut être discipliné dans le travail. Voilà. En tant que commercial, il faut être discipliné dans le travail. Il faut la discipline. Voilà. Donc si tu n'es pas discipliné, ce n'est pas du tout bon pour la suite de vos affaires. Bien, ensuite nous avons les qualités intellectuelles. Voilà. Donc il faudrait avoir l'esprit de synthèse. Lorsque tu es un commercial, il faut analyser. Il faut savoir analyser. Voilà. Et puis avoir un sens critique pour cerner l'enjeu. Voilà, donc quand un client te parle ou un partenaire ou tu es en négociation d'affaires, il faut pouvoir analyser pour cerner, n'est-ce pas, l'enjeu. Voilà. Il faut être organisé, il faut posséder, n'est-ce pas, une faculté d'adaptation. Il faut t'adapter rapidement. Voilà, le commercial doit s'adapter à toute situation. Voilà. Donc il faut s'adapter aux clients, etc. Voilà. Bien, et enfin, au niveau des qualités, nous avons les qualités sociales. Voilà. Le vendeur doit être cultivé. Voilà, parce que pour qu'on dise le vendeur doit être cultivé, diplomate et doit aimer le travail en équipe. Voilà, cultivé en ce sens que lorsque vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, il se pourrait que dans l'entretien, le partenaire qui doit signer le contrat avec vous sorte carrément du domaine de la vente. Voilà, il peut parler de la guerre Israël-Palestine,
mais toi tu es là, tu dis bon, moi il n'y a jamais de télévision. Maintenant, il a pris part soit pour l'Israël ou bien pour Palestine. Maintenant, en tant que commercial, quand il va commencer, il va dire tu as vu ce qui s'est passé en Palestine, ce qu'ils ont fait sur Israël, c'est pas bon. Mais si toi tu es un partisan de Palestine, il ne faut pas dire Palestine a raison. Donc ça crée déjà une barrière. Voilà, donc tu te joues le fin connaisseur aussi parce que tu es cultivé, tu regardes les documentaires, tu regardes le journal télévisé. Voilà, tu en parles aussi, voilà, tout simplement. Et puis tu prends son côté, voilà, tout simplement. Donc tu vas voir que quand vous allez bien causer de cette guerre, il va sentir qu'il a appris quelque chose de toi, voilà, parce que tu es cultivé. Donc il va te dire, bon, tu étais là pourquoi? Ah, c'était pour la signature de fourniture de matériel de bureau. Ok, voilà, il va signer même sans réfléchir. Voilà, donc ce sont des tactiques qu'on monte au commercial, voilà, simplement. Donc c'est un peu ça. Donc être cultivé, voilà. Parce que si tu ne, s'il commence à parler de ça, tu ne prêtes pas le flanc, c'est comme s'il parle seul. Voilà, et puis ça l'énerve, et puis bon, il s'est dit c'est que tu es quelqu'un avec qui tu ne peux pas, voilà, donc voilà, il faut être cultivé, il faut être aimable, il faut aimer les gens, voilà, tout simplement, voilà, parce que en matière commerciale, il faut être aimable, sourire avec les gens, il faut être diplomate, voilà, il se pourrait aussi que dans ses propos, il soit discourtois, donc il ne faudrait pas tenir rigueur, il faut jouer la diplomatie. Et puis aussi, il faut avoir le goût du travail en équipe. Voilà, simplement. Donc voilà un peu. Donc si tu n'as pas le goût du travail en équipe, toujours tu seras en conflit. Et quand vous êtes en conflit, vous allez remarquer que les activités ne bougent pas. Voilà, simplement. Donc voilà un peu ce que je voulais dire au niveau des différents types de qualités. Super. Oui. Bon. Mais il y a différents types de personnalités aussi. Mais on peut résumer que des personnes qui sont introverties, Oui, et des personnes qui sont dites extraverties. Oui. Est-ce que ce sont les personnes extraverties qui sont a priori faites pour la vente, ou bien les personnes introverties peuvent aussi faire la vente? Bien, dans notre jargon, il n'y a pas de qualité préétablie. Quelqu'un peut être extraverti et puis ne pas être bon vendeur. C'est comme introverti et puis être bon vendeur. Voilà, simplement. Donc, des deux cas, on peut détecter des meilleurs vendeurs dans les deux. Voilà, ce n'est pas préétabli que parce que tu es extraverti, que tu parles beaucoup, que tu es un bon vendeur. Voilà, simplement. Donc, mais c'est plutôt les gens qui parlent beaucoup qui arrivent à convaincre facilement, non? non, chez nous, c'est pas. Métier, là. Oui, mais tu peux parler beaucoup et ne rien dire. Voilà, simplement. Quelqu'un peut placer quelques mots et convaincre le client. Voilà. Maintenant, dans des cas aussi, il peut parler beaucoup et convaincre. Voilà, mais pas tous les clients. Voilà, donc c'est pour vous dire que même celui qui ne parle pas beaucoup peut être efficace en vente. Voilà. Parce que c'est recommandé même au commercial de ne pas trop parler. Parce que si tu parles trop, dès que on va voir, c'est-à-dire que dans la négociation, la partie de négociation, quand tu vas constater les signaux d'achat, il faut conclure la vente. Si tu continues à parler, tu risques de faire ressortir quelque chose qui va créer une objection chez le client. Et il sera réfractaire, il ne va pas payer votre. Voilà, simplement. Merci. Donc, ce n'est pas conseillé de trop parler. Bien, donc ensuite, on va voir les styles et types de vendeurs. Bien, il faut savoir, et on rencontre cela, et puis peut-être chacun va se sentir dans sa peau. Il y a d'abord les vendeurs agressifs. Voilà. Les vendeurs agressifs, ils se caractérisent par une prédominance au niveau de l'ego. Ils n'hésitent pas à forcer la main, voilà, à vendre. Voilà. Donc, ils menacent, n'est-ce pas, ton espace vital. Voilà, c'est bon. Donc, il faut éviter d'être un vendeur agressif. Voilà. Donc, peut-être que vous avez pu pratiquer ça, ou bien, et les banques même le font. Je disais, il y a des collègues qui parlaient de leur banque, que la banque t'envoie un message. Bien, c'est l'assurance, je ne sais pas. On va te couper 22 000 par mois pour tel. Si tu n'es pas d'accord, viens nous voir. Bon, en marketing, ce n'est pas recommandé. En marketing, tu proposes au client.
S'il est d'accord, il signe le contrat. Mais il ne faut pas lui commencer en même temps à le ponctionner et dire que quand il vient, il y a d'autres même, ils te donnent un numéro vers que tu peux appeler. Et si tu n'es pas d'accord pour arrêter. Mais quand tu appelles, ça ne passe jamais. Donc les gens se plaignaient de ça. Voilà, donc c'est la vente agressive. Donc un vendeur agressif. Voilà. Donc c'est pas conseillé. Mais souvent, il y en a qui t'inscrivent dans les trucs. Oui, c'est ça. Ils te disent non, pour te désabonner. Même les téléphones mobiles le font par rapport à leur tonalité. Après, quand tu mets tes unités, tu vois, bon, c'est pas toi qui as souscrit. C'est pas bon. Mais bon, le seul protecteur, c'est évidemment l'État. Voilà, mais sinon on n'y peut rien. Parce qu'on prend tes unités, mais tu vas aller te plaindre chez qui? Peut-être que tu vas laisser la puce, c'est tout. Voilà, donc les gens devaient veiller à ça. Donc c'est ça la vente agressive. Voilà, sans ton consentement. Ça, au niveau de la banque, ils ont toujours raison. Ah, ils ont toujours raison. Et nous, on allait forcément. C'est comme ça. Bon, ben, j'ai un prêt là-bas. Chaque année, on me coupe 33 000. Parce qu'eux, ils ont positionné avant ce salaire pour moi. Ben, on s'est dit que je peux être. Je leur ai dit, mais moi, je suis un ordi, je sais. Ce qu'ils doivent le prendre par moi, là, je connais. Donc, je sais qu'il n'y a pas dépassé. Donc, laissez. Ils disent non. Qu'ils ont positionné pour moi. J'ai utilisé, je n'ai pas utilisé. Eux, ils ont mis. Je dis, mais moi, est-ce que j'ai signé le contrat avec vous? Il dit non. Que depuis une année, les banques se sont entendues. Tous ceux qui ont prêt, on va leur donner avance sur salaire. J'ai dit, mais ce que je connais en marketing, vous devez dire il y a avance sur salaire pour ceux qui ont prêt. Maintenant, c'est eux qui disent ah, vraiment, c'est bienvenu, je souscris. C'est comme ça. Maintenant, ils coupent de manière. Je suis allé me plaindre, ils ont reversé. L'année qui a suivi, ils ont dit ah, que partout, c'est comme ça. Il dit, mais c'est pas normal, moi, je n'ai pas signé le contrat. C'est ceux qui viennent maintenant que vous devez appliquer. Mais tu n'as jamais, comme elle a dit, tu n'as jamais raison avec eux. Donc c'est une vente agressive, c'est pas bon. Ah bon, voilà. Bien, ensuite nous avons les vendeurs psychologues, voilà, sont les meilleurs. Voilà, ils se caractérisent par une forte empathie, soucieux de comprendre les besoins, les attentes et les préoccupations de leurs clients, qu'ils respectent. Pour lui, c'est l'affection personnelle qui entraîne l'achat. Donc quand tu viens, voilà, le client vient, il faut se mettre à sa place, il faut lui demander qu'est-ce qu'il a, le soumettre à un questionnaire pour détecter réellement ce qu'il a et puis lui proposer quelque chose qui peut résoudre son problème. Voilà, donc ça crée une affection chez le client. Voilà, donc c'est ce que le client aime. Bien, et ensuite nous avons les gestionnaires. Voilà, les gestionnaires, c'est les gens qui sont soucieux de l'organisation. Voilà, c'est un sens d'organisation organisée et puis ils ont le souci de l'efficacité. Voilà, ils planifient tout, leur tournée, leur visite. Voilà, ils n'improvisent rien. Voilà. Et puis ils utilisent les relances. Quand un client n'est pas trop partant, voilà, si on sent que c'est un client chaud, un client potentiel qui a un pouvoir d'achat, ils peuvent relancer le client. Voilà. Donc ils utilisent aussi de la documentation, ils font des documents au cas où si tu n'es pas certain. Voilà, ils ont aussi des argumentaires, voilà, une liste d'arguments. Ils ont un matériel ou bien un ordinateur où ils vont te faire une démonstration pour te convaincre. Voilà, tout y est. Voilà, tout simplement pour pouvoir convaincre le client. Et, voilà. Donc souvent même ils font parvenir, n'est-ce pas, intervenir, n'est-ce pas, leur supérieur hiérarchique. Tout simplement pour dire, bon, si tu n'es pas d'accord, je peux appeler mon patron, il va confirmer, etc. Voilà. Donc, ils ont des comptes rendus, voilà, de certains clients qui les ont bien notés, voilà, pour dire, n'est-ce pas, que vraiment, ils ont un bon produit ou un bon service à vendre. Voilà. Donc, ce qu'on appelle les vendeurs gestionnaires. Ensuite, il y a des vendeurs indifférents. Voilà. Ils mettent le produit devant le client et le produit doit se vendre seul. Voilà ce que je suis venu te montrer. Et puis bon, ils sont assis. Ils s'en foutent de ce que toi tu veux. Voilà, ils ne cherchent pas à créer le besoin chez toi. Voilà, comme ils peuvent. Voilà. Donc voilà, il y a ces différents types de vendeurs. Mais les trois types de vendeurs, quand je regarde, les trois premiers, je dis. Comment faut être un bon vendeur, il faut avoir les trois, un peu les trois. Non, il faut être vendeur, psychologue et gestionnaire. Les deux. La première, la trois. Voilà, agressif, c'est pas bon. Voilà, agressif, c'est pas bon. Mais souvent aussi, il y a des gens qui, quand on les
Oui, mais nous, en matière de qualité commerciale, nous, on parle de la ténacité. Il faut être ténace. Voilà, simplement. Je prends un exemple. Quand tu es à Liberté, il y a les vendeurs de trucs des femmes. Ils montrent aux femmes. La femme, elle ne veut pas. Elle va vite pour prendre son véhicule. Dès qu'elle prend son véhicule, elle est assise à la fenêtre, le gars se retrouve encore à la fenêtre. C'est là qu'elle se rend compte qu'on dirait ça me va. Elle commence à demander le prix parce qu'elle voulait une place d'abord dans son véhicule. Donc, le vendeur a été tenace. Voilà simplement. Mais le vendeur n'a pas tout menacé en montant derrière elle dans le véhicule. Voilà. Donc, c'est un peu différent. C'est similaire, mais c'est un peu différent. Agressif. Voilà. Et puis, la ténacité. Voilà. Donc, il faut être tenace. Bien, en notant béni, comme ce que tu as dit, nous avons fait une notant béni en disant que entre ces trois types de vendeurs, on ne peut pas dire que l'un soit supérieur aux autres. Voilà, tout dépend des produits que l'on vend, des clientèles que l'on prospecte, ça dépend des clients, des objectifs que l'on vise. Toutefois, les entreprises ont actuellement souvent tendance à privilégier le troisième type, c'est-à-dire les vendeurs gestionnaires. Voilà, vendeur gestionnaire, car c'est lui qui est le plus facile à former, à orienter et puis plus généralement à gérer. Voilà. Et à côté aussi de ces styles de vendeurs, nous avons des types d'acheteurs. Parce qu'il faut savoir à qui vous avez affaire. Donc, nous avons souvent des acheteurs naïfs. Voilà. Pour eux, le vendeur qui a de la sympathie pour eux, il ne peut que leur recommander n'est-ce pas, quelque chose de bon. C'est comme nos parents, quand il y a un cousin qui est mécanicien ou bien menuisier, voilà, quand il vient travailler, tu lui dis, ah, c'est comme il te dit ce que tu as donné. Souvent, tu donnes plus que réellement la valeur du boulot. Donc, voilà, donc les acheteurs naïfs, tu ne sais pas. Donc, il faut me facturer normalement, voilà, c'est tout, il faut me dire un prix. Voilà, donc, ils se disent que j'ai confiance en monsieur Temps. Voilà, ils vont me proposer quelque chose de bon. Voilà, ils ne cherchent pas à savoir en posant des questions pour voir si c'est un bon produit ou pas. Ensuite, nous avons les acheteurs avertis. Eux là, ils connaissent leurs biens et leurs besoins. Ils connaissent bien leurs besoins, ils savent ce qu'ils veulent. C'est comme si tu dois vendre un ordinateur à un informaticien. Voilà. Ou bien si tu dois vendre un médicament à un médecin. Voilà. Donc, etc. Voilà. Donc, lui, il sait ce qu'il veut. Voilà, simplement. Donc, c'est pas comme un client. Si en pharmacie, le médicament que je veux est moins cher et efficace, toi, tu veux me vendre un autre médicament plus cher pour faire sortir ça de tes rayons. Donc, souvent, ça arrive. Voilà. Donc, il va dire non, c'est celui que je veux. Si ça manque, je vais ailleurs. Etc. Donc, quelqu'un qui est averti, ça veut dire qu'il maîtrise le sujet. Voilà, simplement. Voilà. Et souvent, eux, ils bloquent les vendeurs. Si le vendeur ne maîtrise pas le produit, voilà, etc. Voilà, tu pourras pas. C'est comme si on prend un commercial d'une école de commerce, on le jette à CFAO, il doit vendre les voitures Toyota. Maintenant, il n'a pas fait de mécanique. Maintenant, un chef de garage vient pour payer une voiture, il demande c'est combien de chevaux, la puissance du moteur. Bon, lui va dire, ah, tout ça là c'est quoi? Voilà, donc c'est un peu ça, il sera perdu, voilà, tout simplement. Puis au niveau de la consommation, etc. Donc, il ne pourra pas se retrouver. Donc, il va appeler son patron là-bas. Voilà pourquoi il faut former des technico-commerciaux, mais technico-commerciaux. Voilà, qui a à la fois des compétences techniques et commerciales. Bien, nous avons aussi des acheteurs sur réputation. Voilà. Donc, c'est la meilleure façon pour eux, c'est de s'en remettre à l'expérience des autres avant tout achat. Voilà. Donc, c'est comme ça, moi, je me comporte. Si quelqu'un n'a pas payé quelque chose pour dire c'est bon, moi, je n'achète pas. Voilà. Donc, acheteur sur réputation. Donc, les autres constituent les cobayes. Voilà. Donc, ils vont dire non, tu veux payer ça, non, c'est pas bon, moi, j'ai utilisé, c'est pas bon, etc. Voilà. Donc, c'est acheteur sur réputation. Eux, ils attendent les autres. Bien. Ensuite, nous avons les acheteurs indifférents. Voilà. Ils évitent le vendeur comme la peste. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand les commerciaux arrivent, ils ne veulent même pas les sentir. Voilà. S'il y a risque, ils laissent le patron décider.
Voilà, donc c'est bon. Ils évitent vraiment le vendeur. Ensuite, nous avons les acheteurs défensifs. Voilà, aucun vendeur ne peut les rouler. Il les domine et voudrait toujours sortir gagnant. Voilà, il y a des vendeurs, des acheteurs défensifs. Ils veulent toujours avoir, n'est-ce pas, dominer le vendeur. Voilà, donc quand quelqu'un vient te vendre un produit, il dit mais c'est 10 000, tu dis oh ça on a payé ça à 1000 francs à Diami. Donc voilà, donc, un peu, voilà, il va prendre le dessus, voilà, etc. sur le vendeur. Donc ce sont des acheteurs défensifs, ils sont sur la défensive. Voilà. Donc en tant que commercial, il faudrait aussi distinguer les acheteurs, donc voilà, selon on va dire. Bien, ensuite, nous avons aussi, il y a des types de vendeurs, on a déjà parlé de ça en plus haut. Voilà, le prospecteur, le preneur d'ordre, le négociateur, vous avez une fois entendu parler de cela. Voilà, c'est simplement les différentes dénominations qu'on donne au commercial. Un commercial, on peut l'appeler prospecteur, on peut l'appeler le preneur d'ordre, on peut l'appeler le négociateur. Même le délégué médical est un commercial. Voilà, simplement. Donc, ce sont les dénominations qu'on donne aux différentes. Bien, nous venons de boucler la première partie. Nous avons parlé de la vente et le métier de vendeur. Nous avons défini la vente. Et nous avons parlé du métier de vendeur, les types, les styles de vente, etc. Voilà, s'il y a des questions sur cette première partie, alors vous avez la parole. Donc on est plus passer au deuxième point de cette première partie. Bien, vous avez remarqué qu'il y a assez de pages. Comme d'habitude, vous avez dit, est-ce qu'il y a un cours détaillé? Donc cette fois-ci, là, j'ai détaillé donc, pratiquement à 50 pages. Souvent, je résumais et puis on parlait plus. Bon, là, j'ai eu le temps de détailler. Je prends un exemple. Oui. Supposons que j'ai un savon pour un produit cosmétique à vendre. Qu'est-ce que je mets en avant en tant que vendeur? La composition du produit ou bien la qualité finale du produit? Vas-y, je peux comprendre. Ok. En tant que vendeur, ce que tu dis, ça introduit directement à la deuxième partie, la psychologie de la vente. C'est-à-dire que lorsque tu es en face du client, par exemple, comme je l'ai dit, développer l'intuition, tu dois avoir, n'est-ce pas, en idée ce que le client doit attendre de ton savon. C'est-à-dire que tu dois anticiper, savoir déjà. Peut-être si tu es par exemple devant une fille qui est beaucoup claire, par exemple, tu dois te dire que peut-être que cette fille-là, peut-être qu'elle veut faire ressortir son teint. Donc déjà, tu peux poser des questions, pour pouvoir découvrir réellement qu'est-ce qui la motive à acheter le savon. Sinon, de facto, on ne peut pas te dire que lorsque tu es devant un client, c'est la finalité du produit ou bien la composition du produit. C'est à travers ton questionnement au client ou au prospect que tu vas découvrir dans ses dires ce qu'il veut réellement. Et c'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie. Voilà. On a des sigles qui vont nous permettre de nous orienter. On est en face de quel type de client afin de lui proposer cet argumentaire. Voilà. Je prends un exemple. Par exemple, dans ton savon, le client, c'est le prix qui l'intéresse. Maintenant, toi, tu as commencé à parler de la composition. On a fait ça à l'ouest, ça rend la peau lisse, ça rajeunit, ça détruit les cellules. Mais tant que tu es en train de parler de ça, tu n'auras aucune réaction. Mais elle entend les conditions de paiement. C'est cher. C'est comme les savons, dit Roger. Voilà. Bon, lui, elle veut un bon savon, mais elle veut un prix. Donc, c'est le prix qui l'intéresse. Tu peux lui dire, bon, tu peux prendre une douzaine et tu vas payer par mois. C'est ce qu'elle attend. Tu as vu un peu, tant que tu ne sais pas ce qu'elle veut, dans tes arguments, tu vas perdre du temps. Et la deuxième partie va nous parler de cela pour mieux aller très vite et conclure la vente. Il y a des techniques de découverte du client qui vont te permettre de savoir à quel type de client j'ai affaire. Voilà. Sinon, de facto, tu ne peux pas savoir. Voilà. Tu dois avoir l'intuition en regardant le client pour orienter ton questionnaire, pour pouvoir découvrir ce que la personne cherche. Si c'est la sécurité, c'est la fiabilité, etc. C'est la manière d'utiliser, voilà,
Quelqu'un qui veut payer une voiture, bon, je ne veux pas manuel, je veux automatique. Ainsi de suite. Donc, il faut savoir, voilà, elle veut se faciliter la tâche. Donc, là, c'est le confort. Voilà, tout simplement. Donc, est-ce que nous allons voir le grand de la deuxième partie? Ça va? Ok. Bien. Donc, ceci étant, la deuxième partie, c'est la psychologie de la vente. Et en introduction, on dit par exemple, un service ou un bien produit est destiné à la consommation, qui constitue l'acte final du processus d'achat. Et le vendeur se doit de connaître les besoins de la clientèle, comme je l'ai dit, et d'avoir une meilleure approche des comportements d'achat. Car ne pas connaître cela constitue un sérieux handicap à l'écoulement des produits et partant à la bonne application de la politique commerciale de l'entreprise. Donc il faut toujours chercher à comprendre le comportement d'achat du consommateur. Donc en 1, nous avons le comportement d'achat du consommateur. Donc d'abord les besoins. Voilà les besoins. Parce que lorsqu'on crée un produit, c'est pour satisfaire un besoin. Voilà simplement. Donc les besoins des consommateurs. Il faut savoir que le besoin est un sentiment de manque exprimé par un individu à un moment donné. Et de nombreux auteurs ont cherché à classer ces différentes catégories de besoins. Et cette classification propose des pistes pour expliquer la consommation d'un produit ou analyser la structure d'un marché. Bon, nous retiendrons, n'est-ce pas, celle de Maslow. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont fait, mais nous allons retenir celle de Maslow, qu'on a appelée la pyramide de Maslow. J'en ai parlé ici à un cours, voilà simplement. Donc, la pyramide de Maslow est basée sur l'hypothèse d'une hiérarchie de besoins. Donc, nous avons d'abord besoin physiologique en bas, en 1, voilà, avoir faim, avoir soif. Besoin de sécurité, c'est un abri. La sécurité, besoin d'estime. Il y a un besoin qui a sauté. Besoin d'appartenance. Voilà. Donc, à la place de besoin d'estime, il y a un problème de truc. Voilà. Voilà, il y a besoin d'appartenance d'abord. Même que c'est parti. Donc, voilà. Voilà, besoin d'appartenance. Voilà. Et puis après, besoin d'estime. Et puis, besoin d'accomplissement de soi. Voilà. Et ici, voilà, nous allons parler de ça. Sinon, on n'est pas trop truc. Donc, d'abord, besoin physiologique. Ce sont des besoins liés à la survie de l'homme. Ce sont des besoins dont l'homme ne peut se passer pour vivre, se nourrir, se vêtir, se reproduire. Ensuite, nous avons les besoins de sécurité. Voilà, il y a la nécessité de se protéger. Voilà, s'abriter, protéger ses biens, se soigner, etc. Ensuite, nous avons les besoins d'appartenance. Ce sont les besoins liés à l'envie de l'individu, de se faire aimer, famille, amis, association. Vous faites des associations, vous créez une famille, vous êtes dans un club d'amis, les syndicats, etc. Ensuite, besoin d'estime, l'envie d'être reconnu, voilà, par l'achat d'une maison, d'une voiture, pour se faire respecter, etc. L'image. Donc, en fait, nous aboutissons, n'est-ce pas, au besoin d'accomplissement de soi, c'est-à-dire l'auto-expression. Ce sont des besoins liés à l'envie de s'exprimer, de se surpasser. Voilà, je vais passer mes vacances aux États-Unis, aux Bahamas, etc. Donc, tu t'accomplis, tu accomplis ton rêve. Voilà. Bien, donc les besoins sont satisfaits dans un ordre croissant. L'individu ne cherche qu'à satisfaire un besoin à un niveau supérieur que lorsque les besoins au niveau inférieur sont satisfaits. Voilà, donc voilà un peu. Donc, tu ne peux que voyager lorsque si tu as faim, est-ce que tu peux voyager? Donc, tu dois manger avant de partir. Donc, tu vas arriver tôt à l'aéroport pour ne pas rater l'avion. Si tu n'as pas moyen, tu seras obligé de manger dans un restaurant parce que tu ne vas pas attendre à être dans l'avion. Voilà, donc on vous dit que c'est par crescendo, on satisfait. Bien, et au-delà des besoins, il y a les motivations, ou bien la motivation. La motivation. Donc, la motivation, c'est l'énergie, c'est la force psychologique qui pousse un individu à acheter un produit. Voilà, c'est comme quelqu'un, quand il va à Gamay, il dit quelqu'un dit de payer, quelqu'un dit de ne pas payer. Donc, c'est une force psychologique, voilà, simplement. Voilà, donc, on a plusieurs types de motivation. Hein. Voilà. Il y a les motivations hédonistes.
Voilà, l'objectif, ça veut dire acheter quelque chose pour se faire plaisir. Voilà, s'offrir un ticket du concert de son artiste préféré, par exemple. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle les motivations hédonistes. Il y a des gens qui aiment se faire plaisir. Ensuite, nous avons les motivations oblatives. Voilà, acheter pour faire plaisir. Il y a des gens, ils ne rentrent jamais à la maison sans payer quelque chose pour ceux qui sont à la maison. Voilà, ils aiment faire plaisir aux enfants, à son mari, à ses frères. Donc, il va venir forcément avec quelque chose. Voilà, donc faire des cadeaux, offrir des bijoux à sa femme, etc. Donc, il y a des personnes comme ça, ils aiment faire plaisir aux autres, voilà, autour de lui. Maintenant, il y a l'auto-expression. Voilà, acheter dans le désir de paraître. Voilà, donc achète une BMW dernière série afin de paraître. Voilà, simplement. Donc, c'est ces motivations qui envoient tout le monde à motiver. Et le commercial doit comprendre tout cela. Pourquoi il le fait? Voilà, c'est simplement. Donc, si celui qui a des motivations d'auto-expression, lorsque vous avez un produit de luxe qui peut faire paraître, tu peux aller lui proposer parce que lui, il a tendance à toujours s'exprimer, le prestige, etc. Voilà. Donc, il faudrait maîtriser cela avant de discuter avec le client. Voilà. Il est important pour l'homme de marketing de maîtriser ces différentes motivations, comme je l'ai dit, c'est-à-dire provoquer chez l'individu et susciter l'achat. Voilà. Donc, si tu proposes un sac à main à un monsieur qui dit que lui, il n'est pas femme, tu peux lui dire, bon, tu pourrais offrir ça à ta femme. Parce que souvent, il oublie. Il dit que non, je ne peux pas payer. Mais quand il dit, tu dois offrir, il dit maintenant, si c'est quelqu'un qui est au niveau de motivation oblative, il va payer, tout simplement. Voilà. Donc, voilà, il faudrait avoir tout ça. Ne jamais laisser un client partir. Voilà, il faut toujours lui proposer quelque chose. Malheureusement, certains facteurs peuvent empêcher l'achat d'un bien. Ils sont qualifiés de freins d'achat. Donc, on distingue deux. Voilà, les voici. Inhibition et puis la peur. L'inhibition, ce sont les interdits. Voilà, qui va à l'encontre des valeurs morales. Voilà, sentiment de culpabilité ou d'autocensure. Voilà. Donc, par exemple, le port d'une mini-jupe est incompatible avec ma religion. Voilà, donc si tu es la seule à porter une mini-jupe, là-bas, tout le monde va te regarder. Parce que, voilà, donc tu vas te sentir coupable, parce que c'est interdit. Voilà. Ensuite, la peur. La difficulté réelle ou imaginaire relative à l'emploi des produits. Voilà. Bon, si je prends le produit là, est-ce que je pourrais l'utiliser? Est-ce que, voilà, ainsi de suite. Voilà. Sentiment de danger ou manque d'assurance. La personne n'est pas rassurée. Voilà, pour pouvoir utiliser. Donc, vis-à-vis surtout les produits chinois. Donc, le responsable commercial de marketing doit renforcer ses mobiles d'achat par la publicité, la promotion des ventes et diminuer l'effet des freins. Donc, votre rôle, c'est de stimuler les mobiles d'achat, c'est-à-dire les motivations, et puis de diminuer les freins. Si vous avez détecté les freins chez le client, voilà, par l'argumentation. Moi, oui, question. Au niveau des freins, tout à l'heure, avec l'exemple que vous avez pris de mini-jupe, oui. moi, je me dis qu'au niveau des freins, ça va dépendre aussi de la cible. Parce que quand on a un produit, qu'on a une très bonne cible, on sait que cette frange de cible-là, ils sont tous, ou bien la cible est compatible à mon produit. Donc, à ce niveau, est-ce que on va parler de l'inhibition ici? Inhibition. Bien, ce que je viens de dire, ce sont des interdits. Ça ne veut pas dire que le client ne peut pas payer. C'est comme on voit tout sur une mini-jupe, par exemple. Les filles maintenant, par exemple, quand on fait les études du marché, les filles veulent faire ressortir leur forme, qu'on puisse voir dans une mini-jupe. Maintenant, elle veut que tout sa garde-robe soit des mini-jupes. Mais elle est dans une église peut-être évangélique où on interdit, elle ne peut pas porter ça par là à l'église. Donc, puisque c'est interdit, elle va signer une croix sur l'achat des mini-jupes. Voilà ce que je veux dire. Voilà. Sinon, ce n'est pas parce que la cible n'est pas compatible, on peut payer. C'est comme il y a des musulmans, c'est vrai, le porc est interdit, mais des musulmans qui comptent, qui mangent, qui se cachent pour manger. Donc, si on vient vendre, ils peuvent payer, mais dans le Coran, c'est interdit.
Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est interdit, c'est une interdiction. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas compatibles, ils peuvent payer, ils ont les moyens de payer, ils peuvent consommer. Donc compatibles, ils peuvent même évoquer le besoin. Mais dans leur religion, c'est interdit. Voilà, donc c'est ce qui va l'amener à ne pas payer. Voilà, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas compatible. Voilà, simplement. Voilà, c'est ok, voilà. Autre question? Bien. Il faudrait aussi. Excusez-moi. Oui. Si c'est incompatible à sa religion, Oui. donc ça veut dire que ce n'est pas une cible où on doit se remettre. Non, on te recommande pas. Peut-être souvent tu ne sais pas quel est l'interdit chez le client de facto. Voilà. Donc tu peux aller parler du produit. Si il peut trouver des astuces pour te dire qu'il ne paye pas. Mais en réalité, comme c'est interdit, tu vas voir en lui des motivations d'achat. Mais comme c'est interdit, il va te dire non, je ne peux pas, tout simplement. Voilà. C'est comme, il y a d'autres, il y a des bars, ils veulent aller se distraire après le travail, se stresser, mais c'est interdit. Si quelqu'un d'autre le voit là-bas, bon voilà, son statut, etc. Mais il a bien envie d'aller. Voilà, donc c'est comme ça. Mais il faudrait que toi, le commercial, tu puisses comprendre, tout simplement. Voilà. Donc un tel client ne va pas s'attarder sur lui. Oui, il n'y a pas de souci, mais tu peux argumenter pour le convaincre, tout simplement. Voilà. Donc ça dépend du produit, pas forcément le pot bien minuscule. Ça peut être un autre produit où tu peux essayer d'éliminer, n'est-ce pas, la peur ou bien l'interdit. Voilà, tout simplement. Bon, peut-être, comme elle vient de dire, là, au niveau de la peur, bon, un client qui a été peut-être traumatisé par un fait. Moi, je prends le cas de quelqu'un pour son premier voyage, l'avion a failli faire crash. Donc, il a été tellement traumatisé. Donc, lui, il a peur de voyager. Oui. Même tu vas beau lui expliquer la dernière technologie, mais vu le fait qu'il a vécu là, il ne veut plus voyager. Comme elle a dit, est-ce que ça vaut la peine de l'amener, d'utiliser toute technique encore pour que oui, effectivement, puisse voyager? Effectivement, nous on appelle ça le frein émotionnel. Frein émotionnel. Donc, il aura des arguments solides, voilà, en fonction de la garantie. Voilà, d'abord la marque de l'avion, la compagnie, la réputation de la compagnie. Voilà, simplement, sur un certain nombre d'années. Voilà, il y a plein d'arguments pour tout. Voilà. Et puis, tu vas parler des personnalités qui voyagent dans cette compagnie. Voilà, simplement, c'est la sûreté. Voilà. Et puis, le contrôle à l'aéroport, l'entretien de l'avion avant le décollage, etc. Voilà, donc tout ça peut l'emmener à voir. Voilà. Sinon, ça existe, les freins émotionnels. Voilà. Il y a quelqu'un, il a un parent qui a fait un accident sur une moto. Et il dit, moi, ma vie, je n'ai jamais moto. Or, il est dans une ville, si tu n'as pas moto, tu ne peux pas te déplacer. Donc, tu vois un peu. Donc, bon, le vendeur de moto doit trouver les arguments pour le convaincre. Bon, soit le port des casques, etc. Ok. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire. Il y a des peurs, des inhibitions qu'on peut éliminer, mais à certains qu'on ne peut pas éliminer, c'est à vous de vous adapter. Bien, le processus d'achat, on va terminer le processus d'achat, il y a 5 étapes, je pense bien. Il y a la prise de conscience, on le fait sans se rendre compte. À un moment donné, tu te rends compte que tu as besoin de ça. Donc, la prise de conscience d'un besoin. Voilà, ça peut être latent, caché ou conscient. Voilà. Maintenant, dès que tu as la prise de conscience du besoin, vous allez commencer à aller chercher des informations sur le produit. Voilà. Donc, vous allez chercher des informations. Voilà. Pour voir comment se procurer le produit. Voilà. Soit par des amis, soit par la famille, soit par une publicité, voilà, etc. Maintenant, lorsque tu es informé, tu vas évaluer cela par des solutions possibles. Si je paye à Diamé ou bien à Bobo ou bien à Yopougon, ça me revient à combien, etc. Voilà, ce qui facilite. Et puis après, vous prenez la décision. Voilà, une fois les solutions possibles évaluées,
on prend la décision. En tenant compte des facilités de paiement, les services rendus, la qualité de la relation avec le vendeur. Voilà. Et la dernière étape, c'est l'évaluation post-achat. Voilà. Après avoir utilisé ou consommé, si vous êtes satisfait, vous allez faire le réachat. Si vous n'êtes pas satisfait, voilà. Donc voilà le processus d'achat. Maintenant, on passe par toutes les étapes lorsque c'est un produit complexe, un produit technique, voilà, comme une voiture, une maison, un médicament. On passe par toutes ces étapes. Mais lorsque c'est un produit banal, parce qu'il y a plusieurs types de produits, produits banals comme le pain, voilà, on a la prise de conscience du besoin, on passe directement à la prise de décision et puis on paye le produit. Voilà. Donc, mais quand c'est un produit technique, on passe par toutes ces étapes. Voilà. Voilà le schéma, le processus de décision d'achat, voilà, prise de conscience, recherche d'informations, évaluation des solutions, achat, évaluation post-achat. Voilà. Bien, ce qu'on disait tout à l'heure, les cycles, les outils de découverte du client. Et nous avons les cycles mnémotechniques. Voilà, les cycles mnémotechniques pour ceux qui ont fait la psychologie. Voilà. Donc il faut savoir que l'acheteur achète. Pour l'acheteur, acheter c'est décider. Donc renoncer aux autres solutions possibles. L'appréciation des avantages et des inconvénients de cette décision varie d'un individu à un autre. Voilà, c'est pas parce que X a réagi que Y va réagir de la même manière en fonction de la psychologie. Il est donc opportun d'identifier les motivations de votre prospect. Et la découverte de la psychologie du client doit être approchée de façon méthodique à l'aide des méthodes. Son casque est la plus utilisée, Sabon, Picasso, besoin. Ils sont appelés méthodes mobiles d'achat. Voilà. Donc voilà son casque. Voilà. C'est pour identifier les motivations et les freins psychologiques. Voilà. Donc nous avons 6 ici. Voilà. D'abord, S c'est la sécurité, O c'est l'orgueil, N est nouveauté, et C est confort, et A est argent, et S est sympathie. Qu'est-ce que ça veut dire? L'intérêt de ce cycle, c'est de permettre à vous, les commerciaux, de savoir j'ai affaire à quel type de client. Est-ce que c'est un client qui recherche la sécurité? Voilà. Est-ce que le produit est bon? Est-ce qu'il y a un produit solide? Donc, celui qui recherche la sécurité, là, il aime réfléchir, il aime essayer, il hésite, il est fidèle à ses fournisseurs. Donc, quand tu viens le voir, s'il achète à une autre personne, pour le convaincre à payer, il recherche la sécurité. Est-ce qu'en payant avec toi, il est en sécurité? Maintenant, O, c'est orgueil. Il est dominant, il est fier, il est difficile à mener, il désire s'affirmer, paraître. C'est des personnes qui ne portent que des choses de marque, par exemple. Quand tu viens avec ça, est-ce que c'est NAC, est-ce que c'est Adidas, etc. Ou bien le médicament là, est-ce que c'est français, est-ce que c'est américain? Je ne prends pas les médicaments indiens, je ne veux pas les médicaments chinois. Voilà, donc il y a des gens, ce sont des marques. Donc quand tu vois que c'est ce type de client, ça veut dire que ton argumentaire doit tourner autour des marques du prestige. Voilà. Maintenant, nouveauté. Vous allez remarquer, il y a des clients, ils aiment tout ce qui est nouveau, qui sort à la mode. Donc, quand c'est un produit nouveau, il faut parler de l'originalité du produit. Il aime le changement, il ne veut pas être dans les sentiers battus, il aime tout ce qui est nouveau. Donc, votre argumentaire va tourner autour de tout ce qui est nouveau. Confort, celui qui aime le bien-être, la commodité, il n'aime pas les complications. Donc, quand tu sens que c'est quelqu'un qui aime le confort, donc ton argumentaire doit tourner autour de cela. Argent, c'est quelqu'un qui cherche à ne pas dépenser beaucoup. Voilà, donc quand tu sens que c'est quelqu'un comme ça, il faut lui donner les facilités de paiement, des remises, etc. sur le nombre de quotas qu'il va payer. Voilà, il aime comparer. À jamais il est payé à tel prix, etc. Donc c'est quelqu'un qui cherche à économiser. Sympathie, bon, altruiste, social, convivial, aime passer un bon moment. Ça dit, c'est des clients, eux, quand tu causes avec eux, vous riez, il y a la sympathie, etc. Donc voilà, souvent il y a des quartiers où il y a 2 boutiques mauritaniennes. Tu vas voir, quand tu envoies ton enfant, il aime partir dans l'autre boutique que l'autre, ce qui est plus proche. Ça veut dire que chez l'autre mauritanien, il joue, il s'insulte, il rit. Quand il va là-bas, il donne la monnaie, donc il est plus habitué là-bas. Il y a de la sympathie. Voilà, quand tu arrives dans une boutique, le client te fait rire, même quand tu es de mauvaise humeur, voilà, il t'amène à changer d'humeur, etc. Donc voilà, donc la sympathie. Donc et après, maintenant, l'achat peut se passer. Donc il faut savoir c'est quel type de client qui est en face de vous à travers ces sigles-là. Ces sigles-là te permettent de savoir c'est quel type de client et permettent d'argumenter. Donc les autres, c'est la même chose. Voilà. Ils ont mis en bas son casque.
c'est le sigle le plus utilisé. Même si tu vas sur Google, vous allez voir son casque. Voilà, c'est le plus utilisé, voilà, dans la vente. Les autres existent. Vous prenez Sabon, ça veut dire sécurité, celui qui aime les produits fiables. Affection, celui qui achète pour faire plaisir. Bien-être, il a un bon niveau de vie. Orgueil, il fait comme le patron. Voilà, nouveauté, goût du modernisme. Et puis économie, il fait une bonne affaire. Voilà, donc quand tu sens que c'est quelqu'un comme ça, au lieu de parler de si c'est quelqu'un qui aime nouveauté, donc au lieu de parler de sécurité, la qualité du produit, tu dis que c'est un produit qui vient de sortir. Vous êtes 2 personnes à avoir ça en Côte d'Ivoire, etc. Donc, voilà, il peut se sentir un peu paye, c'est tout. Voilà. Quand c'est orgueil, tu dis bon, voilà, c'est la marque des grands, voilà, tout le monde n'a pas ce produit-là, c'est fait sur mesure. Quand c'est quand on commande qu'on fait pour toi, ainsi de suite. Voilà, c'est tout. Donc, économie, voilà, c'est ce que beaucoup de gens, c'est ce que les gens aiment, et c'est sur ça. Nos parents du là aiment parler quand ils vendent. Ils disent voilà, moi mais ils vendent ce prix-là, je gagne rien dessus. Donc le client il est heureux, il se dit ah mais il m'a arrangé, oh il gagne beaucoup. Voilà, il dit voilà, ça c'est plus j'ai payé, mais comme c'est toi, je te donne. Donc il tape sur ça, il tape sur le mental du client, et puis bon, il paye, oh il gagne beaucoup dessus. Voilà, donc c'est un peu ça, économie. Voilà. Ils savent que les gens aiment faire des économies, voilà. Et puis ensuite il y a Picasso. Voilà, Picasso, c'est la pratique. Voilà, simple, c'est pratique, simple d'utilisation. Il y a des gens qui n'aiment pas les produits où c'est compliqué à utiliser. Il y a l'innovation, la nouveauté, voilà, confort, la commodité, l'argent, économie, toujours, sécurité, fiabilité, sympathie, plaisir. Voilà, c'est pratiquement la même chose que ce qu'est son casque, estime de soi. Voilà. Maintenant, ensuite, il y a besoin. Besoin, c'est le B, c'est bien-être. E, c'est estime. S, c'est sécurité. O, orgueil. I, c'est intérêt. Et puis N, c'est nouveauté, toujours. Voilà. Donc, voilà les sigles que vous pouvez utiliser pour savoir, ah, monsieur Y, c'est quelqu'un qui recherche la sécurité. Donc, je dois préparer mon argumentaire autour de la sécurité, ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà un peu ces sigles-là. Bien, en 2, maintenant, nous avons la morpho-psychologie. Voilà, c'est l'étude du visage. Voilà, la personnalité du client en le regardant. Comment apprécier le caractère de quelqu'un. Donc, on peut les classer selon la façon dont il se présente dans nous. Pour cela, il faut observer l'apparence physique. Il est grand ou il est gros. Le visage. Donc, quand tu regardes le visage, tu vas savoir si c'est quelqu'un qui est agité ou bien. Voilà. Et puis, les gestes. Si c'est quelqu'un qui est lent ou précis. La démarche aussi, il faut observer. La voix et le ton de la voix, la façon de parler. Donc, le vendeur tentera alors à sa façon de s'adapter au caractère du client. Voilà, d'après leur attitude, on peut les classer en 4 grands groupes. Il y a les bilieux, il y a les nerveux, il y a les sanguins et puis il y a les lymphatiques. Voilà, ils vont vous donner les caractéristiques de ces personnes-là. Les bilieux, là, ils sont actifs et puis ils sont peu communicatifs. Ils sont froids et peu sociables. Voilà, c'est ceux qu'on appelle les bilieux. Donc leur aspect physique là, ils sont athlétiques. Voilà, c'est quelqu'un qui a de l'énergie. Ils ne sont pas souvent gros. Et puis ils ont des gestes précis et rares. Leur caractère, ils sont calmes, logiques, réfléchis, dominateurs et orgueilleux. Leur mobile d'achat, la plupart, c'est l'orgueil, l'économie. Soit ils veulent économiser ou bien ils aiment les choses de marque. Et puis leur mot favori, jeu. Ils aiment utiliser jeu. Voilà, simplement. Et puis comment les prendre? Il faut être logique avec eux, précis, patient, calme. Voilà. Et on vous note que le bilieux est un client qui est difficile à satisfaire. Voilà. Donc c'est eux qu'on appelle les bilieux. Voilà. On les a qualifiés de bilieux. Je vais croire que s'il est froid, peu sociable, c'est à quel moment il est actif? Non, actif dans son comportement lui-même. Ça veut dire qu'il bouge beaucoup. Voilà, tout simplement. Donc, comme ils ont dit, il est athlétique. Athlétique, ça veut dire quelqu'un qui bouge, il a plein d'énergie, voilà, tout simplement. Mais il peut être athlétique et ne pas trop parler. Voilà, oui, il peut social, oui. Actif, communicatif, froid. Oui. Mais bon, actif, froid. Oui. Actif, froid. Non, actif, froid, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bilieux, là, il y a un bilieux qui peut être actif
Et puis un autre milieu qui peut être froid, tout simplement. Maintenant, une personne peut avoir les deux. Athlétique, ça ne veut pas dire que forcément, quand tu marches, on sent que tu n'as pas un bobo. Donc on parle de forme athlétique. Voilà, c'est ta forme. Voilà, il y a une forme athlétique. C'est ce qu'on veut dire. Voilà. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Même quand quelqu'un ne bouge pas, tu sens que c'est quelqu'un qui est athlétique, voilà, qui pratique peut-être le sport, etc. Voilà, pas sa forme. Mais est-ce que vous pouvez donner des exemples dans le cycle politique, par exemple? Oui. Mais quand c'est comme ça, là, pourquoi nous on retrouve ces traits de caractère sur quelqu'un en disant c'est pas évident. Or, si vous dites, bon, peut-être que quelqu'un est comme ça, que la fille qui est comme ça. Ah, d'accord. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Bien, mais tu peux, par exemple, Jean-Louis Bion, c'est quelqu'un d'athlétique, voilà, simplement. Sinon, pas de camp. Non, mais nous, on l'a jamais vu de près, tout simplement. En tout cas, je ne l'ai jamais vu de près. Mais ici, quand on parle, ça veut dire que tu le vois, hein. Voilà, tu l'as une fois vu réellement, c'est là que tu peux identifier. Mais si tu l'as vu qu'à travers la presse, bon, tu ne peux pas de facto conclure que c'est un bullier ou pas. Voilà, mais on veut dire, ce qu'on va dire ici, tous les traits de caractère que j'ai mis, ça ne veut pas dire que tu vas forcément les trouver chez lui. Il y a un seul que tu peux trouver et puis conclure, tout simplement. Voilà, parce que tu ne pourras pas automatiquement le trouver. Par exemple, si c'est quelqu'un qui est en train de dire moi je n'aime pas, tu peux déjà conclure que c'est un bullieux. Voilà, simplement. Donc, c'est un peu ça, il faut préciser, c'est pas tout simplement. Ce sont des profils type. Mais d'autres, on peut retrouver un mix. Voilà, chez quelqu'un, ou un seul, en particulier chez quelqu'un. Voilà, ce sont des études que des psychologues ont effectuées et nous attendons là-dessus. Mais ce sont des études. Voilà, l'étude n'est pas à 100% réelle. On la prend sur les pincettes, mais à quelque part après, c'est un peu juste. Voilà, voilà pourquoi on dit qu'il est difficile à satisfaire. Bien, après, nous avons les nerveux. Eux, ils sont imprévisibles et très surprenants. Aspect physique, ils sont minces, généralement, souvent grands. Voilà. Ils ont des gestes désordonnés. Voilà. Ils sont trop agités, dynamiques, imaginatifs, indécis, impatients et capricieux. Voilà. Leur mobile d'achat, c'est tout ce qui est nouveau. Et puis, ils aiment la sécurité. Leur mot favori, oui mais. Voilà. Comment le prendre? Il faut être compréhensif avec lui, gai, hein? Chercher sa confiance. Voilà. C'est un client qui ne demande que la compréhension. Voilà. Quand il est beaucoup nerveux, si tu arrives à le dompter, il va te comprendre. Voilà, simplement, et t'écouter. Voilà. Donc c'est eux qu'on a appelés les nerveux. Bien, et après les nerveux, nous avons les sanguins. Ils sont communicatifs et sociables. Aspect physique, ils sont larges et ronds. Ils ont des gestes variés, ils inspirent la force et ils ont des colères violentes, vite calmées, ils se calment vite. Maintenant, caractère, ils sont spontanés et impulsifs. Ils sont généreux, dynamiques, coloreux et expansifs. Maintenant, mobile d'achat, c'est l'affectivité, bien-être. Voilà. Et puis le mot favori, c'est nous. Voilà, il se met avec vous. Maintenant, comment le prendre? Voilà, il faut être patient, chaleureux et compréhensif. Il faut le laisser parler et lui répondre dans le calme. Le sanguin est un bon client.